Alors, bonjour, c'est l'un des derniers cours que je vais être en capacité de mettre en ligne avant le baccalauréat, dû à une récente nouvelle paternité. Et je souhaitais aborder on va dire, un des thèmes qui risque de tomber à l'étude de documents, notamment en section S, et qui devrait porter justement sur la gouvernance économique mondiale depuis 1975 et le fameux sommet du G6 voulu par Giscard après la crise de 73. Alors dans ces échelles de gouvernement, vous avez forcément, même si c'est un thème d'histoire, la question des échelles qui sont aussi des échelles historiques. Il faut être capable de les croiser, ces échelles, de parler à la fois des États et puis de la construction européenne, même au sein de ce thème-ci. En fait, les trois thèmes se répondent en permanence. Alors, la construction européenne étant tombée l'an passé, la gouvernance mondiale et gouverner la France depuis 1946 sont les thèmes qui ont le plus de chances de tomber cette année, avec bien sûr les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie, et les thèmes d'histoire sur les grandes puissances. Alors je vous propose une introduction qui peut également servir dans le cadre d'une composition, qui sert avant tout à rappeler l'idée de gouvernance et son origine, et plus ou moins justement l'idée de gouvernance mondiale, ce qui s'est produit au XXe siècle. Donc la Société des Nations, qui a été voulue à la fois par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale et surtout par les Américains, paradoxalement, ils vont pas entrer dans cette Société des Nations par isolationnisme et volonté de non-intervention dans les affaires européennes, mais ça va être porté par le président Wilson en bonne partie. La gouvernance, ça c'est un concept, vous pouvez le présenter dans votre introduction également, quand vous étudiez les termes, qui a été forgé par la littérature anglo-saxonne dans les années 70-80, mais qui s'est vraiment répandu dans les années 90, pour essayer de traduire justement les bonnes capacités gouvernementales ou non des pays qui étaient sujets au programme de développement de la Banque mondiale et du FMI. Donc c'est quand même très daté et ciblé comme concept, c'est lié au fait qu'on pense que les États peuvent être évalués dans leur capacité à gouverner tout autant qu'une entreprise, et puis on parle également de bonne gouvernance d'entreprise. Alors ça désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information et de surveillance, bref tout ce qui permet de gouverner à peu près correctement un pays, avec un bon fonctionnement et le contrôle sur un État ou une organisation locale, régionale, ça peut être une région, la bonne gouvernance d'une région. Là on est à l'échelle mondiale. Alors, on va voir qu'à l'échelle mondiale c'est très complexe et c'est relativement aisé à définir, tant il y a peu d'organismes qui promettent ou qui promeuvent une gouvernance mondiale. Alors petit rappel, je ne vais pas m'appesantir parce qu'on l'a vu dans le cadre des États-Unis. Les États-Unis assurent leur rôle de grande puissance, créent les Nations Unies et s'arrogent un droit de veto. Donc à partir de là, les États-Unis sont la puissance qui va faire la promotion d'une gouvernance mondiale à travers les Nations Unies, mais aussi à travers des institutions plus régionales comme les banques de développement américaines. Les Américains vont aussi pousser à la constitution d'une communauté européenne face aux Soviétiques. Donc les Américains essaient de développer une gouvernance mondiale au départ essentiellement contre l'Union soviétique et le bloc communiste. L'ordre économique mondial s'est imposé globalement bien avant l'ordre politique. Keynes et ses théories, ou Keynes si vous voulez le dire plus à l'anglaise, se sont imposés aux États-Unis dans les années 30 avec la figure de Roosevelt. Donc l'idée que l'État doit intervenir pour répondre à une crise majeure, avec une politique d'investissement, de faciliter le crédit, mais aussi des grands travaux, c'est quelque chose que Keynes a développé et qui a inspiré en partie les politiques économiques mondiales. De la même, quand les Américains ont créé le FMI et la Banque mondiale, c'était aussi pour répandre d'une certaine manière leur vision
libérale et ouverte, notamment aux investisseurs américains, de leur économie. Donc on s'oppose surtout au protectionnisme. Donc cette notion de bonne gouvernance que la Banque mondiale a développée, et puis que le FMI a reprise, puis ensuite les Nations Unies, elle implique des choses assez basiques: responsabilité, transparence, état de droit, participation. L'idée, c'est aussi de mesurer la bonne gouvernance démocratique un petit peu à l'aune de la démocratie américaine à la base, ce qui va pas sans travers, et puis ce qui a amené au final à donner des meilleurs indicateurs de bonne gouvernance à des États comme les États scandinaves ou la Suisse, ou la Nouvelle-Zélande et l'Australie, plutôt que les États-Unis qui connaissent également des freins à leur bonne gouvernance. Petit rappel sur le plan économique, la création du GATT en 1947, remplacée ensuite après la guerre froide par l'OMC, le but étant là de poser les bases d'un début d'accord sur les transports et les transits et mouvements de marchandises entre pays avec ou sans droit de douane. Aujourd'hui, l'OMC est beaucoup plus une organisation qui gère les conflits entre les États et les entreprises, et soit les États entre eux, soit les entreprises entre elles, soit entreprises face à États. Alors, dans un premier paragraphe, ça peut également être bienvenu de parler du groupe des 77 qu'on retrouve dans certains manuels, qui était un groupe justement des États essentiellement des pays du Sud, y compris la Chine, qui s'opposait au développement du libéralisme favorable aux puissances occidentales et qui voulait maintenir des barrières protectionnistes pour faire ce qu'on appelle en économie du protectionnisme éducateur ou rééducateur, c'est-à-dire se mettre à l'abri de la concurrence mondiale pour développer une industrie sans qu'elle soit trop concurrencée. Alors tout ce beau système va connaître une crise fondamentale parce que les États-Unis justement vont connaître un phénomène qui a été bien étudié depuis par les économistes et les historiens, qui est justement la chute assez importante du dollar par rapport à l'or, la fin de sa convertibilité, et au final le fait que les monnaies vont se mettre à fluctuer les unes par rapport aux autres alors qu'il y avait une relative stabilité. C'est lié au fait que les Américains avaient besoin de toujours plus d'argent pour leurs dépenses militaires dans la guerre froide, et qu'on a découplé, si vous voulez, la monnaie de l'or sur lequel elle s'appuyait pour se créer une valeur. Ça veut dire qu'à partir des années 70, on a vraiment une monnaie totalement dématérialisée, et ça va permettre la spéculation financière et justement le développement des politiques néolibérales. Ce qui aboutit aux décisions justement de Richard Nixon, président célèbre pour sa destitution et le scandale du Watergate, mais la réaction américaine, elle vient d'un déficit commercial, si vous voulez. On a trop de dollars en circulation, le dollar perd de sa valeur, et on préfère justement suspendre la conversion dollar-or pour un dollar flottant qui va permettre une dérégulation et une mondialisation financière. Tout ça se faisant justement au même moment que la crise de 73 va frapper les États occidentaux. Donc c'est à ce moment-là que les États du Golfe, suite à la guerre du Kippour, si vous vous souvenez le chapitre sur le Proche-Orient, vont décider d'augmenter très massivement le prix du baril. Alors ici on en a à peu près une idée sur la caricature. Vous avez un prix à 2 $ qui passe à 10 $ en une année. Après on a une relative stabilisation jusqu'à la fin des années 70, mais si vous regardez l'explosion du prix du dollar, le prix réel du dollar a beaucoup augmenté, ensuite dans les années 70 baissé. Mais par rapport à sa stabilité dans les années 60, on a un renchérissement des coûts de production, de l'énergie notamment et du transport, qui va pénaliser les marges des entreprises européennes en général et occidentales, américaines aussi, et qui va faire qu'on va chercher à diminuer les coûts, moderniser l'appareil industriel, ça va développer pas mal de choses. Alors le sommet de Rambouillet de 1975, il apparaît comme une manière pour Valéry Giscard d'Estaing de se valoriser et de réunir la plupart des chefs d'État des principales puissances économiques mondiales
afin de discuter, de résoudre de la crise qui vient d'éclater en 1973, puis aussi de la fin de la convertibilité du dollar en or. Donc c'est une opportunité à la base personnelle que Giscard essaie de suivre, et ça va donner lieu au G6. Donc la France, l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis vont se retrouver essentiellement pour discuter des problématiques économiques mondiales. Et ça va donner l'année suivante naissance au G7 en accueillant le Canada. L'année suivante, on se réunit à nouveau pour accueillir à Puerto Rico le Canada également. Donc le but de ces réunions reste la plupart du temps de réunir les chefs d'État, mais aussi, la petite nouveauté, le président de la Commission européenne, c'est-à-dire d'essayer de trouver un mode de régulation de ces crises au niveau européen et au niveau des principales puissances économiques mondiales. Alors vous voyez qu'en dehors des nations occidentales, seul le Japon apparaît comme un pays très développé à l'époque, ce qui vous permettra aussi de comparer l'évolution de cette gouvernance économique mondiale avec les années 2000-2010. Alors cette gouvernance économique mondiale, elle va devenir un peu plus complexe parce que après le Japon, d'autres pays asiatiques vont se lancer dans une industrialisation massive et vont devenir des puissances importantes. Hong Kong, Singapour, Taïwan, Corée du Sud, ceux qu'on appelle les dragons. Alors ensuite, on a voulu parler de bébé tigre pour les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande. En réalité, c'est surtout l'Indonésie qui importe et la Malaisie pour sa production pétrolière. Après, on peut vous parler des puissances latino-américaines. On les appelle surtout les nouveaux émergents, ces pays, et on verra que ce sont ceux qui ont été accueillis dans le G20. Donc on a une évolution entre G7 et G20, c'est l'intégration des pays émergents et des nouveaux pays émergents. Petit retour sur les BRICS qu'on a beaucoup travaillé cette année. Le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud. C'est surtout quand même la Chine qui est devenue un poids lourd de ces pays-là, mais au sein du G20, le Brésil et l'Inde comptent aussi pour beaucoup, et la Russie est un pays qui a été intégré après aux réunions dès les années 90, donc on a un ensemble de pays qui pèsent beaucoup dans l'économie mondiale et la politique mondiale. Donc on verra comment s'est fait ce passage des G6, G7, G20, mais vous avez une liste exhaustive là, des pays qui en font partie. Et on s'aperçoit que les nouvelles puissances sont essentiellement asiatiques. Là ici, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, la Corée du Sud. Des nations arabes comme l'Arabie Saoudite pour la production de pétrole. Bon, on a également des pays latino-américains, mais les nouvelles puissances importantes sont essentiellement asiatiques. On pourrait même inclure la Turquie, même si on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la Turquie se met un peu au banc des nations mondiales. Alors on est passé de ces G6, G7 au G20 à cause des crises financières des années 90, la fameuse crise asiatique, la crise russe aussi qui l'a suivie, et ce besoin de régulation, il s'est fait ressentir parce que ça a impacté toutes les places financières mondiales pendant 1 à 2 années. Et ensuite, en 2001, on a eu la crise des valeurs Internet, des nouvelles valeurs informatiques, qui a également impacté un peu le système financier mondial. Donc on a besoin de réguler ces crises, et on verra que la dernière crise, celle des subprimes, elle a durablement modifié la donne. Alors une nouvelle gouvernance mondiale également, parce que le poids des économies émergentes dans l'économie mondiale, essentiellement la Chine, si on veut lui rendre grâce, ça change assez radicalement la manière dont les Occidentaux peuvent négocier entre eux certains traités ou prendre certaines décisions. Si on n'inclut pas aujourd'hui les Chinois, les Indiens ou les Russes dans les décisions environnementales, économiques ou autres, on a une gouvernance économique mondiale qui fonctionnerait à 60-70%, pas plus. Alors vous pouvez également rappeler qu'entre les années 90 et 2010, les taux de croissance chinois ou indiens qui sont
la plupart du temps pour l'Inde autour de 5 à 7% et la Chine ont été souvent supérieurs à 10%, mais aussi à un moment la Russie ou le Brésil, ont fait que ces pays ont pris un poids de plus en plus important, tandis que la croissance des Européens ou des Japonais était faible. Alors, cette carte-ci présente le passage à une économie mondiale multipolaire. Elle permet surtout de comparer les puissances économiques et la croissance entre 1980 et 2015. On s'aperçoit assez rapidement que la Chine est devenue un des pôles de croissance et surtout une puissance économique relativement comparable aux États-Unis ou à l'Europe si on réunit justement ces principales puissances. Tout ça pour rappeler qu'on est face à un monde qui se construit justement sur cette triade. On voit que l'hémisphère sud est encore relativement peu développé, mais qu'aussi la Russie se développe et les pôles émergents qu'on pourrait dire périphériques, comme le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud. Alors certes, on positionne notre gouvernance mondiale et nos changements principaux au milieu des années 70 suite à la crise, mais le grand tournant c'est surtout celui des années 80 dont je vous ai un petit peu parlé avant, où FMI, Banque mondiale font pression sur certains pays du Sud pour que, en échange d'argent et de leur désendettement, ils appliquent une ouverture économique aux produits américains et aux investissements occidentaux en général. Et c'est la première période qu'on pourrait dire justement de mondialisation. Alors les films transnationales, elles sont déjà très actives avant les années 80, ça il n'y a pas de souci. Mais ici, ce qu'on peut observer comme phénomène particulier qui va un peu se révéler avec la fin de la guerre froide, c'est l'ouverture croissante de la Chine qui à la fin des années 80 est devenue très visible. La fameuse DIT, Division internationale du travail, on a de plus en plus de productions qui sont mondialisées, comme vous l'avez vu dans l'exemple de l'iPhone, et la croissance fulgurante des mouvements de capitaux et de marchandises, l'interdépendance des économies, tout ça, ça nous place dans une nouvelle situation, on va dire, politique et économique dans les années 80. Alors tout ça fut rendu possible essentiellement à travers les politiques de deux personnages, ici Margaret Thatcher et Ronald Reagan pour les intimes. Alors tous les deux qui dominent les années 80 en termes politiques. Et ils vont imposer une politique néolibérale fondée surtout sur une transmission des moyens d'action et de décision de plus en plus aux grandes firmes transnationales et aux marchés financiers. Alors c'est surtout une politique aussi qui vise à permettre la domination du monde anglo-saxon. Ça a été un peu pensé comme ça par tous les deux. L'idée étant de favoriser la financiarisation de l'économie américaine et britannique de façon à ce qu'elle domine d'une certaine manière les économies des autres pays. Alors je vous passe sur tous les détails, vous n'êtes pas en train de faire une thèse d'économie. Mais pour généraliser, c'est le rejet de toute forme de protectionnisme. Les dérégulations, ça veut dire que on arrête de contrôler les marchés de capitaux et les types de produits financiers qui vont être négociés, et on privatise au maximum justement les économies qui étaient parfois aux mains des États à travers des services publics. Alors ils vont aller très loin, les politiques américains, parce que jamais un économiste néolibéral n'aurait imaginé qu'on privatiserait l'armée, qui est une fonction régalienne par excellence, mais les Américains vont le faire durant la guerre d'Irak notamment et la guerre d'Afghanistan. Alors cette vision de la société, de l'économie et de la gouvernance, elle s'impose, elle s'inspire de penseurs qui en sont pourtant très éloignés. Adam Smith et certains penseurs du libre-échange de marchandises au XVIIIe siècle, mais certainement pas le penseur d'une société égoïste, individualiste et consumériste comme Milton Friedman en sera le défendeur. Alors, le principal héros est, on va dire,
porteur de certains idéaux qui vont inspirer les Américains. Non, Friedman, c'est beaucoup plus l'économiste de la dérégulation monétaire et donc de la possibilité d'avoir accès à énormément de capitaux afin d'emporter en partie la capacité des entreprises et des États à se financer. Enfin bref, c'est relativement compliqué, mais les effets réels sont une baisse des impôts pour les plus riches très importante, une explosion des échanges, mais aussi une explosion des inégalités qui va se marquer par exemple au Chili, où on va appliquer de manière très stricte les commandements de ce monsieur Friedman. À la fois face à la crise et face au mouvement de mondialisation, un peu partout dans le monde, on va avoir des créations de regroupements régionaux qui montrent que la mondialisation a surtout été une régionalisation poussée. Donc les échanges au sein de la CE et puis de l'Union européenne vont exploser. Le Mercosur est créé et les échanges entre Argentine, Brésil notamment deviennent très importants. L'ALENA va ancrer le Canada et le Mexique vraiment à l'économie américaine et l'ASEAN développe un nouveau pôle de croissance et de développement économique dans le sud-est asiatique. Alors comme type de gouvernance, on peut parler abondamment de l'Union européenne, vous avez même un sujet dessus qui est tombé en 2016 au Bac S, qui traitait de cette gouvernance européenne. Ici, on peut également montrer que les zones de libre-échange et de libre circulation économique et politique commence à se développer dans d'autres endroits. Ce qui implique une nouvelle forme de gouvernance. Ici, je vous ai mis le siège de l'UNASUR, qui est l'organisation économique en voie de se transformer en organisation politique d'une certaine manière qui souhaite unifier politiquement l'Amérique du Sud sur le modèle de l'Union européenne et étendre le Mercosur à l'ensemble de la région. Alors, c'est un projet qui est essentiellement porté par le Brésil et l'Argentine, il faut voir si les autres pays adhéreront, mais c'est un projet qui vise à contrebalancer l'influence américaine, d'ailleurs en s'appuyant parfois sur des partenaires comme la Chine. Pour rappel, la gouvernance mondiale est d'autant plus nécessaire qu'on a affaire à une succession de crises financières, la crise des subprimes qui en soi en elle-même n'était pas très grave pour le monde occidental parce que toutes les banques européennes n'étaient pas atteintes au même niveau, mais parce qu'on a une crise bancaire de défiance et une crise de l'euro, qui implique d'ailleurs une explosion du taux de chômage aux États-Unis, même si ça c'est relativement... Alors de plus, cette situation elle a été très favorable à certains États. On voit que la Chine a accru son excédent commercial de manière impressionnante. Tandis que la France, qui avait un excédent commercial dans les années 90-2000, ici, elle l'a perdu, notamment au profit de la Chine. D'ailleurs que beaucoup d'entreprises françaises se font construire en Chine, et donc on se retrouve désavantagé par ça, alors que les firmes transnationales, elles le sont. L'Allemagne aussi est un des deux gagnants de cette situation économique internationale, tandis qu'on voit également les États-Unis creuser leur déficit parce que leurs firmes transnationales se sont installées en Chine et les échanges entre les deux pays deviennent très négatifs. Alors c'est en partie aussi quelque chose d'artificiel dans la mesure où on va considérer que la Chine a un excédent commercial considérable, mais si on réintégrait cet excédent dans les comptes des firmes transnationales américaines, on se rendrait compte que une bonne partie des exportations chinoises proviennent de firmes transnationales occidentales. Donc on n'est pas non plus face à une totale puissance chinoise exportatrice. En tout cas, c'est beaucoup moins le cas que l'Allemagne qui est capable de produire et d'exporter en bonne partie avec des entreprises allemandes. Encore une crise dont vous pouvez parler, qui est la crise asiatique, de la fin des années 90, 1997 à peu près, on a une chute de toutes les monnaies asiatiques. C'est en partie lié à l'afflux de capitaux que la richesse a produit, mais aussi aux capitaux des occidentaux et des pays arabes qui sont allés se placer en Asie, là où il y avait de la forte croissance. Cette chute assez généralisée justement de la confiance dans les économies asiatiques a abouti à une chute des monnaies généralisée
et une crise durant l'année 98-99, une instabilité aussi qui s'est un peu étendue à la Russie. Alors, ça a encore nécessité l'intervention des grands États comme les États-Unis et les États européens, mais aussi le FMI et la Banque mondiale qui ont été très actifs jusque dans les années 2000. On va voir que leur importance a quand même évolué depuis la crise de 2007-2008. Afin de bien aborder cette notion de, on va dire, gouvernance mondiale, on est obligé de traiter d'un type d'acteurs qu'on a beaucoup vu du côté de la géographie et de la mondialisation, que sont les firmes transnationales qui, pour certaines, sont devenues des acteurs majeurs, voire plus puissants que certains États. Alors ici, on vous met le PIB des pays par rapport aux bénéfices d'Apple, ce qui est un peu comparé des choses pas exactement similaires. C'est-à-dire que le PIB, ce sont des valeurs ajoutées et pas des bénéfices, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement supérieurs. Bon, de la même manière, Apple est une société extraordinairement bénéficiaire, même si c'est en train de se tasser par rapport à d'autres. Donc là, on cherche un petit peu à tabler, et là vous voyez, les bénéfices annuels d'Apple sont autour de 53 milliards de dollars, et on essaie de voir combien ça fait de PIB. Alors, l'Égypte ferait 5 sociétés Apple, mais ce serait supposé que valeur ajoutée et bénéfice est similaire. Mais bon, on va l'accepter. L'Inde 38. Le problème de tout ça, c'est qu'on oublie le calcul, et on vous le met d'ailleurs nominal, en parité de pouvoir d'achat. En parité de pouvoir d'achat, le PIB de l'Inde est au moins 4 fois supérieur, ce qui nous ferait du 140 sociétés Apple. Mais on peut quand même observer que les pays les plus pauvres, ou les moins importants économiquement, mettons même l'Iran, qui est un pays qui compte sur la scène internationale, ne pèse que 8 fois la société Apple. Donc c'est un peu excessif, c'est relativement caricatural, mais ça vous permet d'avoir une idée justement du poids de ces entreprises qui, en termes financiers et d'influence, en viennent à peser plus que certains États, notamment auprès des institutions internationales. Alors que ces entreprises, ces firmes transnationales en viennent à dominer une partie même des échanges internationaux, il faut se rappeler que certains États peinent à rembourser leurs dettes. Monsieur Kirchner ici était parvenu à diminuer le taux d'endettement argentin de manière considérable, notamment en refusant d'emprunter auprès de certains circuits, mais en exportant massivement les productions agricoles vers la Chine et en obtenant ainsi des devises qui permettaient de rembourser d'anciennes dettes. Son épouse, par contre, après sa mort, a fait exploser la dette argentine, et l'Argentine s'est retrouvée de nouveau dans une situation difficile en 2014. Le Mexique, c'est relativement derrière lui. Le Mexique étant arrimé à l'économie américaine, il est clair que son instabilité est beaucoup moindre et c'est devenu un pays assez protégé en termes financiers et institutionnels. Alors, la gouvernance économique mondiale, elle s'exprime aussi par des lieux. Ça, vous pouvez en parler à travers les sièges des firmes transnationales, les grands États, New York avec le siège des Nations Unies, Washington avec la Banque mondiale, le FMI, mais vous avez aussi le fameux Davos en Suisse, où se réunissent la plupart des grands chefs d'entreprises financiers internationaux. On y fait un lobbying important, c'est-à-dire une pression auprès des institutions européennes ou des États européens ou des États-Unis, qui montre que ces firmes sont très importantes. Ici, on vous parle du TAFTA. Et le traité que les Américains voulaient signer avec l'Europe qui a échoué, du coup, on est passé par le traité avec le Canada pour transformer un petit peu les relations commerciales et internationales entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Même en temps de crise, l'Union européenne et notamment la Commission européenne a continué de libéraliser les échanges, quitte à affaiblir certains secteurs comme l'agriculture française et renforcer d'autres secteurs exportateurs vers le Canada. Donc on fait des arbitrages comme ça dans le commerce international. Ce sont les chefs d'État européens et l'Union européenne qui décident au final.
Mais on voit que les intérêts défendus, ici vous avez toute une galaxie d'entreprises, américaines et européennes, ce sont surtout les firmes transnationales qui poussent à ce type d'accord parce qu'elles ont beaucoup à gagner. Le principal souci, c'est l'absence de régulation des parlements nationaux parfois sur ce genre de négociations, mais surtout l'absence de mandat réel donné aux présidents ou aux hommes et femmes politiques des différents pays européens ou aux États-Unis pour négocier ce type de traité. Alors la montée des populismes en Europe a quand même remis en question la plupart de ces traités, mais le CETA avec le Canada est tout de même passé, et on verra certainement ses effets dans la production agricole, notamment la production de viande. Mais on a fait un peu l'impasse sur le fait que les Canadiens produisaient parfois de la viande dans des conditions sanitaires et on va dire en injectant des hormones parfois à leurs bovins qui sont interdites en Europe. Donc là aussi on voit qu'il y a une certaine forme d'insouciance ou d'inconscience parfois dans la signature des traités pour essayer de maximiser les profits et les avantages comparatifs de chacun. Donc cette deuxième partie concerne avant tout les dysfonctionnements de la gouvernance mondiale qui sont forcément nombreuses comme vous pouvez l'imaginer avec les thèmes qu'on a pu traiter sur les États-Unis, la Chine ou autres. On a un nombre d'acteurs considérables qui ont des intérêts divergents, des conflits, des tensions, et des institutions qui ont été pensées par les Américains dans l'après-guerre dans un but différent de ce à quoi elles vont servir dans les années 70-80. C'est le cas du FMI, du Fonds monétaire international, qui va se mettre à servir en fin de compte de machine à contraindre certains États latino-américains et africains à appliquer les politiques libérales qui intéressent les États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'ajustement structurel. Quand la Banque mondiale va également pousser à ce type de politique basée sur les déréglementations, les privatisations de services publics, l'abaissement des droits de douane et l'espèce de rétrécissement de l'État qui a été voulu par, on va dire, ce qu'on appelle le consensus de Washington. Dans le cadre des dettes des pays du tiers-monde, à l'époque qu'on n'appelait pas encore pays du Sud, on est convenu qu'il y avait certaines politiques à appliquer pour libéraliser leurs États qui étaient considérés comme trop pléthoriques ou autres, ce qui est faux, hein, notamment dans le cas des États africains. C'était surtout imposer une politique d'une certaine manière. Ce qui a amené certains économistes comme Stiglitz, qui vient lui-même directement de la Banque mondiale, à critiquer ce système. La fragilisation de ces institutions, Banque mondiale et FMI, de la gouvernance mondiale, elles sont apparues à peu près dans ces années, milieu des années 2000, coïncidant avec la montée en puissance de la Chine, du Brésil, de la Russie. Et là, je vous ai mis une citation que vous avez le droit d'utiliser de Stiglitz. La mondialisation, ça ne marche pas pour les pauvres. Ça, ce sont les inégalités, ça ne marche pas pour l'environnement, ce sont les dégradations et le réchauffement climatique, et ça ne marche pas pour la stabilité de l'économie mondiale, dans le sens où cette libéralisation et cette gouvernance économique mondiale, elle est génératrice de crises et d'instabilité assez permanentes. Alors comme on l'a traité précédemment, je ne vais pas revenir sur la Banque mondiale pendant des années. Essayez d'assimiler dans vos écrits et vos réflexions la Banque mondiale et le FMI, qui sont deux institutions basées à Washington, dans lesquelles les États-Unis ont le plus de droits de décision et on va dire, de capacité à imposer leur vue. Sont des institutions à la base essentiellement de prêts qui pouvaient être faits aux pays du Sud essentiellement. Alors après, ils interviennent aussi dans des crises comme celle de l'euro en Europe, mais ce sont des institutions qui datent justement de l'après-guerre. L'OMC, c'est tout autre chose, même si ça vient justement des accords du GATT, également de l'après-guerre. L'OMC, c'est quand même une organisation créée après la guerre froide pour essayer de promouvoir toujours le libre-échange entre les différents pays, mais surtout, aujourd'hui, de régler des contentieux commerciaux juridiques entre les firmes transnationales, ça peut être Apple contre Samsung, entre États et firmes transnationales et entre États eux-mêmes.
Donc on a une organisation ici qui a plutôt bien fonctionné dans cette régulation des conflits entre les différents acteurs, mais qui, sur le plan du favoritisme envers les plus puissants, qui ont quand même le plus d'alliés au sein des tribunaux, mais surtout qui ont le plus de capacité à imposer leur vue, c'est vrai que l'OMC elle a été très critiquée de par le fait qu'elle favorise essentiellement les États puissants et les firmes transnationales puissantes, comme on va le voir par ailleurs. L'OMC a pu être caricaturé de bien des manières différentes. Ici, c'est une petite caricature qui simplement vous présente ces espèces de tribunaux arbitraux du commerce où on aurait à juger justement des intérêts de l'agro-business qui peuvent être américains ou européens face à ceux des petits agriculteurs des pays du Sud. Là, vous avez 3 éléments faciles à analyser. Le fonctionnement de l'OMC qui favorise quand même les États qui ont le plus de droits et les États qui ont le plus de capacité à imposer leur vue, est également critiqué par rapport aux firmes transnationales. D'ailleurs, on pourrait même réfléchir parfois au simple fait que les firmes transnationales, mettons latino-américaines, ont également plus de difficultés à faire valoir leurs intérêts que les américaines, les japonaises ou les européennes au sein de l'OMC. Ça peut être dû aussi à la capacité d'influence de certains États et personnalités politiques, mais aussi à la renommée des cabinets d'avocats. Il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Enfin, un petit peu sur le même mode que le chapitre débat sur la mondialisation, dans les débats sur les acteurs, les flux, ou les processus, les acteurs, les débats, en fait, il y a plusieurs manières de le formuler. Ici, on a une dernière réflexion sur la critique qui a pu être faite depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, de cette mondialisation avec des mouvements qu'on appelait altermondialisme et qui aujourd'hui sont quand même bien plus éclatés et moins regroupés, mais qui s'étaient coalisés au Brésil à partir du début des années 2000. Alors, on avait affaire aussi à des gens qui représentaient les intérêts des pays du Sud au début des années 2000, qui critiquaient très fortement les politiques du FMI, de l'OMC, mais surtout de la Banque mondiale. Aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale, ayant perdu un peu cette capacité d'action, et les pays émergents ayant rejeté en partie ces influences américaines, les Chinois, les Russes, les Brésiliens, ont peu de liens aujourd'hui avec ces organisations que sont le FMI ou la Banque mondiale. Donc la critique, elle porte de plus en plus sur les grands États et sur, si on peut résumer un petit peu, sur l'action des firmes transnationales et notamment les dégradations environnementales ou autres. Alors les nouveaux enjeux apparus, ça rentre justement dans cette réflexion, la gestion des ressources naturelles, le réchauffement climatique, et d'une certaine manière l'exploitation des main-d'œuvre des pays du Sud au profit des pays du Nord. Là, vous avez le droit de citer ce qui a déjà été cité dans d'autres contextes sur l'Asie du Sud, l'effondrement de l'usine qu'on appelle Rana Plaza au Bangladesh, qui avait fait 1 million de morts, qui avait vu une grande mobilisation de certaines ONG occidentales en Europe et aux États-Unis. Alors, parmi les manifestants qui sont opposés au sommet du G8-G20, comme ici, on a souvent un amalgame qui peut être fait justement entre les organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, voire les Nations Unies, les grands États, les firmes transnationales. Il y a une forme de rejet total de ces institutions. Alors c'est sous forme d'une conclusion qui n'en est pas forcément vraiment une, dans la mesure où on va ouvrir sur une réflexion plus large, qui peut vous servir de paragraphe ou de partie dans une composition, mais la réflexion c'est d'essayer de donner un exemple concret de comment fonctionne la gouvernance mondiale sur une problématique bien particulière qui est celle débutée par les Nations Unies à Rio, qui est celle de l'environnement et qui s'est un peu décalée ces dernières années vers le climat. Le climat comme potentiel destructeur du cadre de vie des humains et des espèces, qui fait que on est dans une gouvernance en plus ou moins
en échec, qui avait connu certains succès il y a 2 ans avec les accords de Paris, on va revenir dessus. Les grandes conférences mondiales organisées, on les trouve souvent symboliques. La plupart des États européens se sont engagés à réduire, comme beaucoup d'États dans le monde, leurs émissions de CO2, mais en sachant que leur consommation électrique dépend de moins en moins de la production justement des énergies fossiles et autres. Donc avec une certaine facilité pour certains États, on peut s'engager à réduire les émissions, mais on verra que c'est un peu plus complexe pour les pays du Sud et émergents. La gouvernance complexe du monde ou l'impossible gouvernance mondiale, vous pourriez avoir le droit justement de travailler sur l'exemple de l'environnement. Les questions planétaires, ce sont celles qui là justement concernent la totalité de l'espèce humaine. On pourra également se poser la question dans quelques années, 10-15, de l'exploration spatiale ou de l'exploitation des ressources spatiales. Est-ce que ça peut se faire par uniquement des sociétés privées ou est-ce que les intérêts de l'humanité doivent être supérieurs? Vous voyez qu'il y a tout un tas d'enjeux qu'il faudra qu'on opère justement pour pouvoir les gérer une gestion mondiale qui ne sont pas encore en cours. Là, la régulation mondiale du climat, c'était un objectif de la COP 21 qui vous est mise ici, là, à Paris. La grande conférence de 2015, qui était un des succès internationaux de François Hollande, mais qui a été au final assez peu commenté en France. Alors, suprématie et endettement important, la faiblesse des États-Unis de l'ère Obama et actuel Trump a facilité ces négociations. On va voir que la Chine également s'est investie dans une réflexion profonde sur les problèmes environnementaux parce que les citoyens en subissent les conséquences de manière très brutale. Alors l'ONU ne peut être le lieu où les décisions sont prises, c'est pour ça qu'on a besoin qu'un grand nombre d'États majeurs s'engagent. Les problèmes de droit de veto sont quand même très importants, c'est-à-dire l'opposition chinoise, russe ou américaine peut totalement faire capoter un processus onusien. Ici, petite caricature qui montre l'impuissance des Nations Unies dans le conflit syrien et l'obligation de certains États comme la Russie ou les États-Unis d'intervenir pour défendre des intérêts qui ne sont pas forcément ceux du peuple syrien, mais leurs propres intérêts. Cette idée que l'ONU est impuissante aboutit à la gestion de conférences et de sommets qui sont différents de ce qu'on pourrait espérer justement de Nations Unies. Alors d'autres acteurs ne sont pas réellement impliqués dans les processus onusiens de manière officielle, même si ils ou elles financent, mais ce sont quand même des acteurs qui pèsent dans les décisions internationales et les conférences. Les grands acteurs, par exemple, de la gestion de l'eau dans le monde, 2 sont français, Veolia et Suez. Aujourd'hui, c'est GDF, Suez, enfin bref. Vous avez affaire à des entreprises qui fournissent de l'eau potable à un grand nombre d'États et qui en ont fait un marché de grande ampleur. Bon, après, elles ont d'autres secteurs d'activité, mais en France, Veolia, dans sa fourniture de l'eau, le ramassage des déchets ou autre, représente plus que la capacité justement des acteurs publics. Donc ici, ce qui est intéressant à observer, c'est que les firmes transnationales, elles sont confrontées à des situations différentes et elles en jouent. Elles sont capables de se positionner sur de nombreux marchés différents. Si on prend le marché de l'eau ici, en France, le prix est autour de 3 € le mètre cube. Vous voyez que dans les pays nordiques, globalement, il est plus cher, que c'est lié aussi à des coûts particuliers, moins cher en Espagne ou en Italie, où il est probable aussi qu'il y ait beaucoup plus de régies publiques. Mais les firmes transnationales, elles ont tout intérêt à jouer la désunion entre les États et l'absence de cohésion dans les décisions internationales, parce qu'elles vont gagner plus d'argent en jouant sur la concurrence entre les États et les situations qu'en faisant face à des blocs soudés. C'est là que l'Union européenne peut être un outil intéressant face aux firmes transnationales, mais il faut que l'Union européenne soit moins influencée par les lobbies qui sont présents à Bruxelles.
De la même manière, il est simple de rappeler dans une réflexion générale que vous êtes confronté à des ensembles de pays qui ont des intérêts divergents. Les pays du Nord qui sont globalement en voie de désindustrialisation sur leur territoire, là essentiellement États-Unis, Canada, Europe, Japon, Corée, vous êtes face à des États qui peuvent gérer la réduction de leur pollution parce qu'une bonne partie de leur production a été délocalisée et qui, selon eux, justement, la délocalisation des pollutions et de la confection des produits manufacturés dans les pays du Sud est bénéfique pour tout le monde. C'est une manière de voir les choses. Les Chinois l'ont vu de manière positive, mais les dégradations environnementales qu'ont suscité l'obligation de fournir de l'électricité pour des milliers et des milliers d'usines implique une atmosphère irrespirable autour de Pékin, Tianjin et parfois à Shanghai. À Shanghai, vous avez plus de vents marins qui permettent d'avoir des niveaux de pollution plus faibles, mais vous avez de nombreuses grandes villes chinoises qui sont frappées par des pollutions très graves et toxiques. Alors le problème de l'eau douce dans le monde nous ramène toujours aux mêmes problématiques qui sont celles de l'accès, de la production et de l'acheminement et qui correspondent aussi à une partie du monde, essentiellement le Proche et Moyen-Orient, l'Est africain et l'Asie très peuplée, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est, à des gestions des ressources qui sont différentes de celles qui peuvent être faites dans les pays du Nord. Alors, certains sont en marge, comme les PMA, subissent les contraintes du réchauffement climatique, et là justement je vous ai mis le Bangladesh, comme certaines îles du Pacifique, sont confrontés à une montée des eaux qu'ils ne peuvent enrayer seuls. Donc eux auraient besoin d'une gouvernance mondiale dans ce domaine-ci. Alors, une des dernières choses dont on peut parler, que ce soit sur la gouvernance environnementale ou la gouvernance mondiale en général, ce sont même les divisions à l'intérieur des pays du Sud. Par rapport à la gouvernance environnementale, on a des pays du Sud qui sont plus préoccupés par des problématiques de développement basiques, qui sont liées à des situations particulières pour certaines. On a des conflits plus nombreux, des situations dictatoriales, on a également des développements qui sont axés sur des industries polluantes, et donc des pays qui ne sont pas forcément aussi susceptibles de répondre aux demandes que les pays du Nord vis-à-vis des contraintes des conférences environnementales. Les BRICS, de leur côté, est essentiellement le plus gros pollueur, la Chine, mais on peut rajouter l'Inde et la Russie, et par certains aspects le Brésil, même si c'est moins un géant industriel, c'est un géant agricole qui émet énormément de CO2 en coupant une partie de la forêt amazonienne pour l'élevage bovin. Chacun de ces pays a justement des désirs de croissance économique et d'expansion économique qui sont liés à des industries polluantes ou à de l'agriculture polluante. Donc il est difficile de mettre tout le monde d'accord, et les accords de Paris, la COP21, ont surtout servi à trouver un minimum commun sur lequel s'entendre. Concernant la gouvernance environnementale et son évolution, on a eu des évolutions très positives, donc la signature des accords de Paris par la Chine et également Obama, mais l'arrivée au pouvoir de Donald Trump rend ces changements caducs, ce qui montre qu'une gouvernance mondiale, dans quels que soient les domaines qui puissent entrer en compte, sans les États-Unis, ça reste complexe. En tant que second principal pollueur, mais principale puissance culturelle, politique et économique, même si les Chinois concurrencent certains de ces aspects, il est difficile d'avancer dans le monde sans l'influence américaine, et les Américains qui, s'ils deviennent revêches et opposés à certaines avancées au niveau mondial, peuvent donner l'exemple à d'autres pays comme le Canada, comme l'Australie, de ne pas les suivre, et on se retrouve avec un bloc qui fait front, notamment contre les mesures qui peuvent être prises en faveur de la protection du climat et de l'environnement. Alors le tweet que je vous ai mis avec
magnifique Donald Trump. Si vous parlez anglais, c'est relativement rapide. Il nous explique que le concept de réchauffement planétaire a été créé par et pour les Chinois dans le but unique de rendre justement la production américaine moins compétitive. Donc il faut quand même aller très très loin dans ce genre de délire paranoïaque et complotiste, mais ça montre que la simple présence d'un président aux États-Unis ou peut-être un changement aussi d'influence ou de groupe politique en Chine peut remettre en question cette gouvernance environnementale. On a toujours affaire à des États qui se parlent les uns aux autres. Les institutions internationales, elles ont joué leur rôle, mais essentiellement pour la protection des intérêts américains. L'OMC protège de nombreux intérêts, mais il semble qu'il protège d'abord les intérêts des firmes transnationales. Donc on est face à une gouvernance mondiale qui se cherche et qui espère s'appuyer sur probablement une Union européenne resserrée et plus forte, mais elle reste encore à définir après le Brexit, et certaines puissances asiatiques qui seront peut-être plus volontaires que les États-Unis à l'avenir.